Bienvenue au Club Suisse de la Presse. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin un homme qui, dans son propre pays, fait face à de l'injustice, à la diffamation et à d'importantes atteintes aux droits humains. Cet homme s'appelle Youssef Badja. Il est homme d'affaires, négociant, trader algérien établi en Suisse depuis longtemps. Il est accompagné ce matin ici au Club Suisse de la Presse de ses avocats, Maître François Mombré, présent ici même, et Maître Georges Rimondi qui sera avec nous à distance. Bienvenue à vous, Monsieur Youssef Badja. Et j'ai le plaisir de passer la parole à la personne qui va animer, modérer cette rencontre. Il est essayiste, il est entrepreneur, il est directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. D'ailleurs, c'est un plaisir de vous accueillir ici, Monsieur Tom Benoît, pour la modération de cette conférence. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil et je vous remercie personnellement, naturellement, chère madame, et la Suisse de nous accueillir, ce club de la presse. Je vais me permettre de faire une courte introduction, si je puis dire, de l'affaire de monsieur Badja, qui est, comme vous le rappeliez précédemment, un entrepreneur, trader en matières premières depuis plus d'une vingtaine d'années, depuis 25 ans, qui est algérien, qui est né en Algérie, qui a d'ailleurs seulement un passeport algérien aujourd'hui, ce qui lui pose des problèmes considérables, et qui a eu le malheur de retourner en Algérie, qui est un pays sur lequel le silence était fait en termes de corruption depuis de trop nombreuses années. Cela commence à changer, ne serait-ce que sur l'année 2023, l'Algérie a été condamnée à plus de 400 millions par rapport à des affaires de corruption. Et donc, après avoir travaillé dans quasiment tous les pays de la Méditerranée, d'Europe, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, Youssef Badja est retourné au début des années 2010 en Algérie avec la volonté, il faut le rappeler, de tenter d'apporter à l'économie de son pays. Et à partir de là, des événements particulièrement sordides se sont suivis, les uns après les autres. Tentatives d'empoisonnement, enlèvement, séquestration, persécution. Également une tentative de déstabilisation dans la presse, parce que ça existe partout dans le monde, mais d'une façon beaucoup plus sordide en Algérie. Et je vais laisser Maître Mombré s'exprimer à ce propos et nous rappeler les faits, faire un point sur la situation, certainement d'une façon bien plus juridique et pertinente que je ne peux le faire. Merci pour votre accueil et je vous laisse la parole, mon cher maître. Merci beaucoup pour vos mots d'introduction. Vous avez très bien, je pense, présenté la situation de Youssef Badja, de mon client. Effectivement, à partir de l'année 2009 et surtout au début des années 2010, lui-même, qui est un entrepreneur et actif dans le trading de matières premières, mais pas seulement. J'ai noté le ciment, le sucre, les fers à béton, le café, le lait en poudre, les fruits et légumes secs. Il a tenté d'en faire profiter son pays d'origine, l'Algérie, en retournant effectivement en Algérie et en essayant de travailler à l'exportation vers l'Algérie de ses biens de première nécessité et d'autres biens nécessaires au développement de son pays. Tout de suite, il a connu un certain succès parce que c'est un entrepreneur qui connaît bien ce domaine. Et puis, à partir de l'année 2013, donc assez vite finalement, au début des années 2010, il a fait l'objet de procédures pénales arbitraires de la part de l'administration des douanes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces procédures se sont avérées infondées, puisqu'il y a eu pas moins de 120 décisions de justice qui ont montré que chacune des procédures de l'administration des douanes qui étaient introduites à son encontre, qui étaient en fait destinées à faire pression sur lui, étaient totalement infondées. Ensuite, il y a eu des actes un petit peu plus graves qui se sont produits, mais je pense que j'y reviendrai dans un deuxième temps. Est-ce que c'est ça? Ainsi que la procédure actuelle. Oui, je vous remercie pour cette introduction très précise également, et qui nous résume bien les faits, cher maître. Nous allons laisser la parole à un de vos confrères qui n'a pas pu être présent, malheureusement, et qui est maître Georges Rimondi, mais qui a tenu à nous faire parvenir une courte vidéo avec des propos assez ciselés. On va l'écouter tout de suite.
Bonjour à tous. Je suis Maître Rimondet, avocat. J'exerce mon activité à Genève et en France. Et je vous prie tout d'abord de m'excuser de ne pas être présent avec vous pour partager ces travaux. Mon emploi du temps est le seul responsable de mon absence. Lorsque M. Youssef Bahadja m'a indiqué qu'il souhaitait que je fasse partie de son team d'avocats, je dois dire que je n'ai pas hésité une seconde en raison du caractère grave et flagrant de l'atteinte portée à ses droits qui, à mes yeux, devait faire l'objet d'une dénonciation et d'autre part de recherche naturellement de solutions. Il n'est de surcroît certainement pas le seul à être dans une pareille situation et à ce titre, il apparaît comme un lanceur d'alerte digne du plus grand intérêt. Cette atteinte grave aux droits de l'homme qui devra être examinée par les plus hautes instances et en particulier le Haut Commissariat aux droits de l'homme ainsi que par le Conseil des droits de l'homme fait que la conférence de presse qui est organisée aujourd'hui a le mérite de porter la parole de M. Bahadja et de sensibiliser le plus grand nombre possible afin qu'une prise de conscience collective qui est nécessaire soit faite. Ce sont des hommes comme M. Youssef Bahadja qui contribuent à promouvoir l'image d'un pays et à développer la richesse de ce pays. Et il n'est pas supportable que quelques responsables de ce même pays soient à l'origine de pareilles injustices qui portent atteinte aux droits des citoyens et bien au-delà. Je laisserai à Maître Membré, bien sûr, le soin de rentrer dans les détails du dossier, mais je vous confirme qu'en sa qualité de victime, M. Bahadja doit être défendu et il le saura. Voilà, je vous souhaite une belle journée et de bons travaux à chacun. Voilà pour les mots de Maître Rimondi, très fort, je pense que vous le partagez également, et que nous remercions chaleureusement. Ce qui ressort de cette intervention, de ces quelques mots, c'est le devoir, me semble-t-il, dont nous nous sommes investis et dont la communauté internationale doit s'investir dans son entier, pas simplement pour M. Bahadja, pas simplement pour un entrepreneur, parce que les affaires remontent aux années 90. Je me souviens d'une affaire qui avait été dévoilée au grand jour durant les années fin 90 par un entrepreneur qui avait, on va dire, déjoué la mainmise de certaines sociétés sur le marché du lait. Donc là où également on était sur des matières premières, et qui avait vécu un véritable enfer, qui avait été sali dans la presse algérienne, qui avait été lui aussi persécuté, à une époque où la France s'investissait moins qu'elle ne le fait aujourd'hui dans les affaires internationales. Et les affaires personnelles d'ordre international sont tout aussi dramatiques, tout aussi chaotiques pour les personnes qui les connaissent que des affaires qui sont sous le feu des projecteurs par rapport au nombre de personnes concernées. Donc, il y a cette question du devoir également de la communauté internationale, de la presse française principalement, de la justice française, de la justice suisse, de la justice américaine, pourquoi pas, qui collaborent toujours, ces pays collaborent avec l'Algérie. Et ces pays que nous représentons, je parle pour la France me concernant, ne peuvent pas faire l'impasse sur des sujets qui représentent rien d'autre que des vies détruites, celle de M. Bahadja qui a été obligé, je le rappelle, de quitter l'Algérie parce qu'il avait peur pour sa vie, après de multiples tentatives d'empoisonnement, d'enlèvement, comme nous le soulignons précédemment, avec sa femme qui était son épouse allemande, si je ne me trompe, et qui a eu, il faut le souligner, une faculté de résilience particulièrement hors du commun, parce que M. Bahadja était suivi par toutes les plus grandes banques, travaillait avec les plus grandes sociétés, son entreprise a été mise à bas, il a été personnellement mis à bas également, sa vie a été mise en lambeaux, et pourtant, il s'en est sorti, il a construit sa vie ailleurs, avec d'autres moyens, dans d'autres catégories professionnelles, toujours dans son secteur d'activité, mais en l'exerçant différemment. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de l'interviewer à ce propos, ses mots sont très clairs, c'est le combat d'une vie, je n'accepte pas que mon pays, l'Algérie, dans lequel je suis né, dit M. Bahadja, fasse encore l'exercice de pratiques qui sont mafieuses, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, Youssef Bahadja, où est-ce que vous en êtes personnellement et professionnellement vis-à-vis de l'Algérie? Premièrement, je crois que vous ne pouvez plus vous rendre en Algérie. Quels sont vos rapports avec l'Algérie aujourd'hui? Merci pour la parole.
Actuellement, je ne peux pas rentrer en Algérie parce que je risque ma vie vis-à-vis et toutes les plaintes que j'ai déposées contre le régime algérien en Algérie et en nord de l'Algérie. Et maintenant, malheureusement aussi, encore une fois, je ne peux plus voyager à part le monde pour faire mon business. Je suis bloqué par l'État algérien qui me poursuit partout dans le monde. Il faut rappeler que, encore au mois de décembre 2023, le gouvernement algérien ou les services de renseignement, vous allez me corriger, ont demandé à la Libye, avec laquelle vous collaborez, sur d'autres affaires de panneaux solaires pour la transition écologique en Libye, de vous livrer aux services de renseignement algériens, ce qui a été refusé par la Libye. Bien sûr, tout à fait. Je confirme cette déclaration. Et après ça, ils ont envoyé 3 personnes pour m'enlever à Benghazi. Donc ça a eu lieu à Benghazi, et Benghazi a refusé auprès des services de renseignement qui sont tenus par les mêmes personnes qui vous avaient enlevé précédemment au début des années 2010. Je ne sais pas si c'est les mêmes personnes ou non, mais rien n'a changé en Algérie actuellement. Les persécutions que vous avez vécues au début des années 2010 existent encore en Algérie aujourd'hui. Oui, tout à fait, toujours. Le kidnapping, c'était 2018-2019, pas en 2010. Voilà, vous êtes arrivé en 2010 ou 2011 en Algérie. Voilà, c'est là que j'ai commencé mon activité pendant 3 ans. Et après ça, on a eu le problème de blocage qui est venu de l'administration de douane. Donc c'était un problème de blocage purement bureaucratique pour ainsi dire à ce stade. Compte bloqué, cargo bloqué à quai. 3 bateaux bloqués dans les ports algériens. Et après, ils m'ont envoyé un colonel au bureau pour payer 2 500 000 €. Ce que vous avez refusé. J'ai refusé et après, j'ai reçu 120 plaintes après 3 mois. Toutes gagnées. Toutes gagnées en Algérie, jusqu'à la Cour suprême. Toutes gagnées, toutes les plaintes. Quand j'ai réclamé mes droits, ils ont commencé à me kidnapper en Algérie. Les services de renseignement algériens. Ils vous ont kidnappé à plusieurs reprises. 3 fois. Qu'est-ce qu'on vous demande lorsqu'on vous kidnappe? Rien du tout. Ils me questionnent sur ma vie, sur qu'est-ce que je fais comme activité et tout. 3 fois les mêmes questions. Et on en arrive ensuite à une tentative d'empoisonnement. Et après, après la 3e fois, je suis parti déposer plainte contre les services de renseignement algériens dans le tribunal algérien, à Bir Morad Raïs. Et le procureur général, il m'a dit de sortir de son bureau. Il a 3 enfants. Il faut rappeler, parce que ça vous me l'avez confié lors de notre entretien et c'est très important, que quasiment l'intégralité des personnes qui ont été les protagonistes principaux de cette persécution sont en prison ou ne sont plus en place aujourd'hui. Oui, ils sont en prison. C'est ça qui est étonnant. Les gens, ils sont en prison, mais je n'arrive pas à saisir mes droits en Algérie. Alors, je vais solliciter à nouveau Maître Membré. Que faut-il pour alerter la communauté internationale? Qu'est-ce qui se passe réellement, concrètement, dans ce type d'affaires, lorsque des vies professionnelles et personnelles ont été détruites, comme je le disais précédemment? Oui, c'est important, votre question est importante. Surtout qu'ici, on assiste à quelque chose d'assez typique qu'on voit malheureusement dans beaucoup de dossiers de violations graves des droits humains. C'est une montée en grade des ingérences des personnes détentrices du pouvoir, en fait. Monsieur Badja, lui, au début, j'en ai été témoin, il a toujours, parce qu'il ne voulait pas en fait participer à un système de corruption, on a d'abord essayé de l'ennuyer sur le plan administratif. J'en étais témoin parce que les autorités des douanes algériennes ont écrit à leurs homologues suisses, parce que dans le groupe des sociétés avec lesquelles M. Badja poursuivait son activité d'échanges internationaux, de trading, il y avait des sociétés suisses. Alors il y avait des sociétés de différents pays, mais notamment des sociétés suisses. Alors elles ont déjà essayé de mettre en cause l'activité de ces sociétés suisses en écrivant à l'administration fédérale des douanes. Là, j'ai dû répondre, c'était purement fantaisiste, leurs allégations. Ensuite, il y a eu ces 120 poursuites abusives qui se sont soldées par 120 échecs. C'était toujours au niveau administratif. Et voyant que la voie administrative ne fonctionnait pas, que les autorités des douanes algériennes, puisque c'est elles en fait qui sont présentes dans les ports où arrivent les bateaux qui étaient mis en œuvre dans le cadre des activités de M. Badja. Voyant que la voie administrative ne fonctionnait pas, puisqu'ils ont subi échec sur échec,
jusqu'en 2015. C'est là qu'il y a eu les constats que toutes les poursuites étaient infondées. Ensuite, en appel, l'année suivante, ça a été confirmé. Voyant que ça ne fonctionnait pas au niveau administratif, on en est venu à l'enlever. En fait, à 2 reprises en 2018, j'appelle ça un enlèvement parce qu'on vient le chercher, on l'emmène dans une caserne militaire près d'Alger, il fait face à 8 heures d'interrogatoire, plus devoir attendre. C'est une mise sous pression, on le met sous pression. Comme il vient de vous le dire, pour rien, on n'a rien à lui demander, mais en fait on lui fait comprendre qu'il faut qu'il participe à un système d'arrosage, entre guillemets, un système corruptif. Comme vous l'avez dit, c'est bien documenté en Algérie aujourd'hui. Je me permets de faire une courte digression sur la nature de l'enlèvement. Monsieur Badja, comment se passe le premier enlèvement? Comment est-ce que se déroulent les événements? Est-ce qu'il y a des violences? Au premier temps, je rentrais de mon travail chez moi à la maison. Donc ils sont arrivés avec 2 voitures. Ils sont descendus de la voiture. Donc ils m'ont dit sécurité nationale. J'ai dit, présentez vos badges. Ils n'avaient pas de badge, ils n'avaient rien du tout. Ils avaient juste un takiwaki dans la main. Ouais. Et quand j'ai dit, j'ai commencé à dire, il faut me présenter un badge, que je puisse savoir qui vous êtes. Donc ils m'ont pris par derrière. Il m'a insulté, il a commencé à insulter. Ouais. Ils m'ont baissé la tête, ils m'ont mis dans la voiture, ils m'ont mis un truc sur ma tête, que je ne vois rien du tout. Ils m'ont pris dans la caserne militaire de Antar, de DRS. Et vous passez la nuit dans la caserne? Comment? Vous passez la nuit dans la caserne? Non, je ne passe pas la nuit, je reste 8h, 9h en interrogatoire, donc jusqu'à que je finis. Et après, ils me ramènent à la maison le matin aussi, cagoulé jusqu'à la maison. Ah, et pour le second enlèvement, même mode opératoire? C'est la même chose. Très bien. La 3e fois, ils m'appellent par téléphone que je viens tout seul. Très bien. Je suis parti tout seul à la caserne. Après, ils ont demandé des excuses et après, ils m'ont laissé partir. La nature des questions durant l'interrogatoire, quelles sont les questions qui vous sont posées à ce moment-là? Vous appelez comment? Vous êtes fils de qui? Vous êtes né où? Vous avez fait quelles études? Vous étiez où? Avec qui vous avez travaillé? Quelles sont vos sociétés? Quels sont vos comptes bancaires à l'étranger? J'ai donné toutes les informations utiles qui pouvaient servir à mon pays parce que je n'ai rien à cacher. Tout le monde connaît mes sociétés en Suisse, à Dubaï, en Angleterre. Alors, Maître Membré, je ne cache rien du tout. Tout est en ligne. Vous partez sur les sites internet, vous allez trouver toutes mes sociétés. Vous parliez, et principalement d'arrosage précédemment, dans le trading de matières premières. On est là sur un terrain de l'économie, pour ainsi dire, très mondialisé, puisque par essence, M. Badja importait à ce moment-là du sucre du Brésil pour fournir les pays de la Méditerranée qui sont autour de la Méditerranée, ou du café d'Afrique. Donc sur des économies très mondialisées, la corruption est mondialisée également, si je puis dire. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de protection des pays qui collaborent justement avec les victimes de ce système de corruption au moment où cela tourne mal, en quelque sorte? Cela signifie que lorsque tout se passe bien, il y a des traders de matières premières qui travaillent avec des pays européens et qui, d'un seul coup, sont victimes de la corruption des généraux en Algérie, parce qu'il y a très peu de pays qui usent de méthodes aussi mafieuses que l'Algérie à ce moment-là, et vraisemblablement encore aujourd'hui. Comment se fait-il que la communauté internationale fait l'impasse encore aujourd'hui sur ces sujets? Alors, plusieurs procédures sont ouvertes dans des cas de corruption. Vous le voyez fréquemment dans les journaux. Les autorités pénales des pays, des pays qui sont les sièges des sociétés actives dans le domaine du commerce international ouvrent systématiquement des procédures, y compris en Suisse, beaucoup aux États-Unis, lorsque des cas de corruption sont connus. Simplement, M. Badja, lui, c'est un idéaliste, c'est un entrepreneur idéaliste, c'est-à-dire qu'il est certain qu'il peut faire bénéficier son pays de matières premières, de produits de première nécessité, qu'il pouvait les importer dans son pays en toute transparence, en respectant entièrement les règles, avec des crédits documentaires de banque de premier ordre, à travers les ports algériens. Il en est convaincu, il a refusé de participer à un système de corruption, et c'est tout à son honneur. Ce que je voulais dire, c'est qu'ici, pourquoi est-ce que nous avons saisi le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et le groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées et involontaires?
c'est parce que bien souvent, dans des cas de disparition forcée, on arrive trop tard. C'est-à-dire on arrive une fois que la personne a disparu, on n'a plus de nouvelles. On a beau saisir les Nations Unies et le Haut Commissariat et le groupe de travail, finalement, c'est très difficile d'avoir des réponses parce que souvent les États nient savoir où se trouve telle et telle personne qui est portée disparue. À proprement parler, qui sont les interlocuteurs aujourd'hui en Algérie? Comme je vous l'ai dit, dans le cas de M. Badja, il y a eu une montée en puissance des atteintes. C'était d'abord administratif, c'était ensuite des interrogatoires en 2018, totalement inutiles, qui n'avaient aucun sens, qui étaient des disparitions forcées de courte durée, parce que personne ne savait où il était pendant ce temps, évidemment. Bien sûr. Il ne pouvait avertir personne, et les disparitions forcées, elles peuvent aussi être de courte durée. Ensuite, on monte encore en grade, si je puis dire, avec une tentative d'empoisonnement en 2019. Et là, Youssef Badja, il se dit, c'est plus possible, ma vie est en danger. Donc il quitte l'Algérie définitivement. Et que se passe-t-il? Il se rend compte qu'en fait, on le poursuit partout, puisque les services de renseignement algériens pensent qu'en Libye, eh bien, on va les écouter et on va leur livrer la personne qu'ils recherchent. Ne serait-ce que sur l'empoisonnement, pour préciser la situation, M. Badja se trouve dans un café public et on peut déduire que le cafetier a été lui aussi corrompu ou soudoyé par les services de renseignement pour incorporer de la morora précisément dans le café de M. Badja, qui sort du café après avoir ingurgité donc de la morora dans sa boisson et qui se tord de douleur dans sa voiture et qui est conduit à l'hôpital, lavage d'estomac, on passera les détails médicaux pendant plusieurs jours, et c'est à ce moment-là que vous vous dites, monsieur Badja, ça n'est assez, je vais mourir à cause de ça parce que je refuse de me coucher face à la corruption et que vous quittez l'Algérie. C'est à cause de ça, oui, tout à fait. C'est à cause de ça que j'ai pris la décision de quitter l'Algérie. Après le conseil avec mes avocats locaux et ma famille, donc j'ai quitté l'Algérie quand j'ai été empoisonné. Donc là, on est en mars 2019. Oui. En novembre 2023, il se rend à Benghazi. C'est l'occasion effectivement de faire bénéficier ce pays qui dans le cadre de la transition énergétique, comme vous l'avez dit, va installer des panneaux solaires. Il y a des immenses territoires sur lesquels des panneaux solaires peuvent être installés. Et puis là, ces interlocuteurs sont contactés par les services de renseignement algériens pour qu'ils leur livrent, cette fois-ci pas à Benghazi, mais à Tripoli, pour qu'ils leur livrent Youssef Badja. Et en contrepartie, on leur propose toutes sortes d'avantages. Il s'agissait en fait de l'endormir et de le conduire de force en Algérie. On va parler très clairement. Lorsqu'on exprime des avantages, c'est de l'argent liquide, ce sont des avantages en nature, en matières premières, dans le pays, en ressources. Oui. C'était des offres financières, des marchés d'affaires intéressants en Algérie, de l'argent, des marchandises gratuites. Des choses de ce type-là. Donc là, on a vraiment une tentative de disparition, une tentative d'enlèvement qui aurait constitué une disparition forcée de longue durée, qui aurait été très dangereux. On ne sait pas ce qui serait advenu aujourd'hui de Youssef Badja qui est ici, si on avait donné suite à ces demandes. Et c'est là que je trouve intéressant, c'est cet événement-là, ce dernier événement, puisqu'on voit récent, que la gravité augmente, qui est récent, et on voit que les faits sont toujours plus graves, qui m'a encouragé à saisir le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le groupe de travail sur les disparitions forcées, parce qu'on a une tentative. La disparition forcée, dans sa forme de tentative, elle est également punissable et également hautement répréhensible. Et pour une fois, on arrive à agir en amont, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup, là dans mes dossiers, il y a beaucoup de cas de disparition forcée en Algérie actuelle, avec des dénonciations, notamment l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture. Elle a relevé les disparitions forcées de 2 personnes en 2007. On n'a toujours aucune nouvelle de ces personnes. Il y en a eu bien avant, comme vous l'avez relevé, dans les années 90, dans les années 90. Donc, après, c'est trop tard. Donc, nous nous sommes dit, vis-à-vis de Youssef Badja, il ne veut pas collaborer, il le dénonce. Ça dérange évidemment le fait qu'il dénonce la situation.
sa vie est en danger. C'est surtout ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que finalement, l'affaire, le début en tout cas de l'affaire date d'il y a une dizaine d'années, mais que la vie de M. Badja n'a jamais été autant en danger qu'aujourd'hui. C'est au mois de décembre 2023, pour des raisons qui restent obscures encore, que l'Algérie somme la Libye de le livrer, de le ramener sur le territoire algérien. Probablement, on peut l'imaginer, vous allez confirmer ou faire un peu de prospective à ce sujet, pour l'enfermer en prison, pour le séquestrer. Et absolument pas par les voies d'entraide internationales en matière pénale. Ce sont les services secrets algériens qui agissent ici, les services de renseignement algériens. Donc on n'est pas du tout dans le cadre d'une procédure. On est totalement à côté de toute procédure. D'ailleurs, il n'y a aucune infraction. Youssef Badja n'a jamais commis aucune infraction. Au contraire, il a refusé de se prêter à des comportements répréhensibles. Et il le dénonce et ça ne plaît pas. Je crois qu'il faut préciser que M. Badja a abandonné, pour ainsi dire, ou délaissé son patrimoine algérien qui se trouve pour le moment bloqué et sur lequel il n'a pas la main, puisque étant algérien et ayant gagné correctement sa vie pendant de nombreuses années, il a investi en Algérie, il a abandonné l'intégralité de ses activités, de ses collaborations avec les banques suisses également, avec lesquelles il travaillait, la BNP suisse qui le suivait à hauteur de 100 millions d'euros au début des années 2010, et qui ont été menacés, sur lesquels ont été exercées des pressions par le gouvernement algérien, si je puis dire, en tout cas par les milices officieuses de l'Algérie, les services de renseignement. Aujourd'hui, Youssef Badja, le principal problème pour vous, c'est de sentir que votre vie est en danger, que vous êtes en danger. Vous êtes entrepreneur international, vous naviguez partout dans le monde, vous ne pouvez plus vous rendre dans les pays arabes, j'imagine, et vous vous sentez en sécurité nulle part. Tout à fait, je confirme qu'actuellement, je ne peux plus voyager. J'ai été conseillé maintenant par mes conseillers juridiques, mes avocats, de ne plus voyager en dehors de l'Europe. Parce que vous avez seulement un passeport algérien. J'ai un passeport algérien, je suis fier d'être un Algérien et je n'ai jamais abandonné ma patrie. Je vais poser une question sordide, si je puis dire, malheureusement, Maître Membré. Dans l'hypothèse dramatique où l'Algérie parviendrait durant les semaines et les mois à venir, nous ne le souhaitons pas naturellement, à mettre la main sur M. Badja. Si M. Badja venait à être séquestré, enfermé en Algérie, est-ce que la communauté internationale que je convoquais précédemment se réveillerait sérieusement? Est-ce que la vie de M. Badja pourrait être protégée? Alors, c'est tout l'intérêt de la plainte que j'ai déposée auprès du Haut-Commissariat maintenant de manière préventive pour cette tentative d'enlèvement, c'est que ce fait-là ne puisse pas se produire. C'est-à-dire que maintenant, les services de renseignement algériens réfléchissent à 2 fois avant de tenter quoi que ce soit vis-à-vis de M. Badja. Parce que c'est sûr, je vous ai cité tout à l'heure des affaires actuelles de personnes qui ont disparu. J'ai les noms que je pourrais vous donner ici. On ne les a toujours pas retrouvés. Malgré beaucoup de demandes, enfin malgré d'innombrables demandes formées auprès du gouvernement algérien, les personnes qui ont disparu dans les années 90 dans le cadre de la guerre civile également n'ont jamais été retrouvées. Donc évidemment il y a des instruments internationaux. Fort heureusement le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme fait un travail extraordinaire auprès des États pour demander des comptes de manière régulière. Il y a les examens périodiques des États, mais il y a également des demandes particulières fondées sur des personnes particulières. Mais bien souvent, c'est trop tard, parce qu'on ne retrouve pas les personnes disparues. D'où l'intérêt d'avoir agi maintenant face à cette gradation inacceptable de la répression envers M. Badja, de l'aspect administratif à des interrogatoires, à une tentative d'empoisonnement, puis à une tentative d'enlèvement. D'où l'intérêt d'avoir agi de manière préventive pour essayer de dissuader finalement les autorités, enfin les services de renseignement algériens, parce que c'est même pas les autorités, tout ça c'est le pouvoir de l'ombre, on ne sait pas vraiment à qui ils répondent, de cesser de le poursuivre. Vous me permettrez l'anglicisme, il y a énormément de turnover, les places changent très rapidement, oui. Et les associés subalternes de ces méthodes mafieuses sont interchangeables aussi d'année en année. J'imagine volontiers, oui, tout à fait. Monsieur Badja, vous avez quelque chose peut-être à préciser, à ajouter par rapport à votre état d'esprit aujourd'hui, à votre défense et à ce que vous attendez à la fois des pays qui vous soutiennent, dont la Suisse, que nous remercions chaleureusement dans son entier. Où en êtes-vous précisément aujourd'hui? Actuellement, je ne fais que défendre mes droits.
Je suis une victime d'un système corrompu, un système qui ne fonctionne pas en Algérie, que de la corruption, que de malfaiteurs, de la raquette. Il ne laisse personne travailler en Algérie. Ça pourrit l'Algérie. Les généraux, les services de renseignement algériens, ils pourrissent l'Algérie. C'est ça le problème, c'est honte pour eux. Et il faut préciser que vous êtes soutenu par la population algérienne. Les Algériens, ils aiment bien les jeunes qu'ils ont réussi, sans avoir rapport aux généraux, aux services corrompus algériens. Sans être soumis à la corruption. Voilà, je demande que mon droit, je ne demande pas plus que ça. Et les personnes responsables doivent être menées devant une justice, algérienne ou internationale. C'est ça que je demande. Je ne demande rien du tout de plus. Et être libre comme tout le monde, c'est mon droit comme humain d'être libre et voyager comme tout le monde au monde. Oui, en France notamment, votre sœur est institutrice à Paris, donc vous avez un lien de prédilection avec la France. Vous avez votre résidence principale en Espagne, si mes souvenirs sont bons. Vous avez vécu en Suisse également. Maître Membré, je vous laisse la parole pour terminer. Oui, je voulais juste dire que en fait, ces méthodes, malheureusement, se répètent en Algérie. Comme vous dites, les personnes changent, mais il y a malheureusement des méthodes qui se répètent. Parce que là, l'OMCT avait dénoncé le fait que le matin du 6 juin 2007, des éléments du département de la sûreté et du renseignement, DRS, en civil et armé, sont venus en voiture de marque Partner, arrêtés sans mandat d'arrêt. Là, c'était M. Mohamed Fatmia. Et il a été ensuite conduit dans une caserne. Et puis, ce qui était intéressant, c'était que les autorités niaient son arrestation. Voilà. Donc là, en fait, on a visiblement des méthodes qui sont totalement illégales parce qu'on agit totalement en marge des règles de droit. Si on vous reproche un crime ou un délit, on doit vous le notifier. Il y a une procédure qui est ouverte. Là, on est totalement en marge du système judiciaire algérien. Les éléments se répètent et encore une fois, je pense que M. Badja a bien fait maintenant d'agir alors qu'il est encore là, devant les plus hautes instances des Nations Unies, comme l'a dit Maître Rimondi tout à l'heure, en tant que victime, pour se faire entendre, afin qu'elle ne subisse pas le sort de malheureusement trop nombreuses personnes qui, elles, n'ont pas la chance d'en réchapper et puis disparaissent à jamais. Merci, cher maître. Merci à ce Club de la Presse de nous avoir reçus également. Merci à l'Observatoire géostratégique de Genève pour son soutien. Merci à tous les journalistes qui nous soutiennent également. Merci à la Suisse, je le disais précédemment, dans son entier, pour son intérêt pour la justice internationale, pour son rôle de garant plus que jamais assumé et affiché de la sécurité internationale, des droits de l'homme également. Et quant à vous, cher maître et monsieur Badja, je ne peux que vous souhaiter bonne chance pour la suite et beaucoup de courage. Merci à toutes et à tous.